Un tiers des glaciers répertoriés par l'UNESCO vont disparaître d'ici à 2050. Dans un nouveau rapport, l'agence onusienne appelle à des réductions drastiques d'émissions de CO2. La victoire confirmée de la coalition menée par Benyamin Netanyahou en Israël. Après les législatives de mardi, le Premier ministre sortant a confirmé sa défaite. Les 6 pays des Balkans occidentaux s'engagent lors d'un sommet à Berlin avec l'Union européenne à renforcer leur coopération afin de faire avancer le processus d'adhésion au projet commun. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan blessé par balle lors d'un rassemblement qu'il organisait pour réclamer des élections anticipées. Dans moins de 30 ans, il ne sera plus possible d'admirer les glaciers des Pyrénées et ceux des légendaires parcs du Kilimandjaro ou du Yellowstone. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils auront disparu. Et ils ne sont pas les seuls. Selon l'UNESCO, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial par l'agence devraient disparaître d'ici à 2050. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'appuie sur le recensement de 18 600 glaciers sur 50 sites, ce qui équivaut à 10% de la surface glaciaire totale de la planète. Elle révèle que chaque année, des dizaines de milliards de tonnes de glace fondent, ce qui augmente aussi le niveau des mers. Son rapport fait froid dans le dos, mais souligne aussi que l'on peut encore agir pour sauver les 2 tiers des glaciers restants en réduisant nos émissions de CO2 responsables de la hausse des températures. À la veille de l'ouverture de la COP27 en Égypte, la directrice générale de l'UNESCO indique que ce document est un appel à l'action. En Israël, les jeux sont faits après les élections législatives de ce mardi. Et c'est bien la coalition emmenée par Benyamin Netanyahou qui l'a emporté. L'ex-premier ministre dispose de la majorité nécessaire pour former le prochain gouvernement avec des députés ultra-orthodoxes et des députés d'extrême droite. Ce jeudi, le centriste Yair Lapid, le Premier ministre sortant, a concédé sa défaite et félicité son rival pour sa victoire. Après 12 ans au pouvoir, Benyamin Netanyahou avait été évincé de son poste l'année dernière sur fond de graves allégations de corruption. Le président israélien doit maintenant mandater un élu pour former le futur gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, alors que la violence entre Israéliens et Palestiniens est de nouveau au plus haut. En France, l'indignation à l'Assemblée nationale après des propos racistes. Lorsque ce député prend la parole sur les migrants, un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Écoutez. On dit qu'une détérioration significative du climat. Pas du tout. Grégoire de Fournas, qui exerce son premier mandat, a-t-il voulu parler des migrants ou de Carlos Martens Bilongo, député de la France insoumise? Si le doute persiste, la séance est levée et les condamnations pleuvent. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Dès vendredi après-midi, la plus haute instance collégiale de l'Assemblée se réunira pour décider d'éventuelles sanctions. Elles peuvent entraîner une privation de la moitié de l'indemnisation ou une exclusion temporaire pour quelques semaines. L'extrême droite a montré son vrai visage, s'écrit le groupe Insoumis. Le Rassemblement national parle de manipulation et Grégoire de Fournas se défend en disant qu'il parlait du bateau de migrants. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Car le fond de l'histoire, c'est l'Ocean Viking et ses 234 migrants. Le navire de SOS Méditerranée réclame depuis le 22 octobre de pouvoir débarquer les personnes secourues dans un port sûr. Face au silence de la Libye, de Malte et au refus attendu de l'Italie, l'Ocean Viking a sollicité ce jeudi la France, l'Espagne et la Grèce pour les aider à trouver une solution, en priorité en Italie ou à Malte, les pays les plus proches de l'Ocean Viking, actuellement au sud de la Sicile. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, environ 14 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Selon Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la guerre en Ukraine a entraîné l'exode le plus massif et le plus rapide depuis plusieurs décennies.
Le haut-commissaire a également répondu ce mercredi aux accusations portées contre l'Union européenne. L'Union européenne a adopté une approche commune et bien gérée pour accueillir les réfugiés. C'est une action positive, contrairement aux accusations répétées par certains responsables politiques selon lesquels l'Europe serait saturée, que la relocalisation serait impossible et qu'il n'y aurait pas de soutien public pour les réfugiés. Filippo Grandi a également averti que son agence se préparait à de nouveaux mouvements de population à l'intérieur et à l'extérieur du pays, compte tenu de la situation militaire sur le terrain. Les Ukrainiens s'apprêtent à affronter l'un des hivers les plus rudes dans des conditions extrêmement difficiles, notamment en raison de la destruction continue des infrastructures civiles. Pour le haut-commissaire, au-delà de la réponse humanitaire, il faut mettre rapidement fin à cette guerre qu'il juge insensée. C'est un effort pour améliorer les liens dans les Balkans occidentaux. Les 6 pays concernés ont signé jeudi lors d'un sommet à Berlin avec l'Union européenne 3 accords qui permettront la reconnaissance mutuelle dans la région des cartes d'identité, des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles. Mais ces avancées ne comblent pas pour autant les divergences. Les 27 appellent les dirigeants balkaniques à trouver des solutions, en particulier entre la Serbie et le Kosovo. La guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine nous pousse à rester unis pour préserver la liberté et la sécurité de l'Europe. Il est grand temps de surmonter les conflits régionaux qui se poursuivent depuis trop longtemps, des conflits qui vous divisent et qui retiennent vos pays sur la voie européenne. Le processus de normalisation entre la Serbie et le Kosovo doit être accéléré. Il faut le réaliser. Mais Belgrade répond que ni les autorités kosovares ni l'Union européenne ne respectent les accords signés par le passé pour garantir les droits de la communauté serbe du Kosovo. Nous avons signé l'accord de Bruxelles qui n'a pas été appliqué pendant 10 ans. L'Union européenne doit le mettre en œuvre et ensuite nous parlerons. Les 6 pays des Balkans occidentaux présents à Berlin partagent le souhait de rejoindre l'Union, mais les processus d'intégration avancent à différentes allures. La présidente de la Commission européenne rappelle qu'il n'y a pas de calendrier concernant l'élargissement du projet européen, mais elle souligne que la guerre en Ukraine a créé un nouvel élan. En ce moment, je dois dire que nous ressentons un vent de changement à travers l'Europe. À cause de la situation géopolitique, il est de la plus grande importance de faire avancer les procédures d'adhésion des Balkans occidentaux et nous partageons ici la même attitude. Nous voulons que nos amis soient dans l'Union européenne. Les dirigeants balkaniques ont aussi approuvé une déclaration sur la sécurité énergétique afin d'aligner l'effort climatique de la région avec le pacte vert européen. Un sommet entre l'Union et les Balkans occidentaux est prévu début décembre à Tirana, la capitale albanaise. Ce sera la première rencontre de ce niveau dans la région et organisée par un pays non membre du projet commun. L'ex-premier ministre pakistanais victime d'une tentative d'assassinat. Un mouvement de foule, la panique, des coups de feu viennent d'être tirés sur le cortège de Imran Khan. Bilan, 6 blessés, les personnes juchées sur le camion avançant lentement au milieu de la foule près de Gujranwala. L'ancien dirigeant est touché au mollet, ses jours ne sont pas en danger. Imran Khan a souvent évoqué les menaces de mort contre lui, depuis qu'il critique ceux qui lui ont succédé après son éviction en avril. Depuis une semaine, l'ancien champion de cricket s'était lancé dans une grande marche à travers le pays pour réclamer des élections anticipées. Le Goncourt, très prestigieux prix littéraire français, vient d'être remis à Paris. Le prix Goncourt 2022 a été attribué au 14e tour de scrutin à Brigitte Giraud. Brigitte Giraud est la 13e femme en 120 ans à avoir reçu le prix Goncourt. Paru aux éditions Flammarion, Vivre vite est un ouvrage intimiste qui revient sur l'enchaînement d'événements improbables qui ont mené à la mort du compagnon de l'écrivaine il y a plus de 20 ans. Une radiographie d'un drame et d'une époque. C'est peut-être le premier livre où l'histoire avec un grand H n'apparaît pas directement.
mais il y a un vrai questionnement sur la société, l'époque et le libéralisme. L'intime n'a de sens que s'il résonne avec le collectif, avec une société, avec une époque, avec une histoire. J'imagine qu'ils ont vu aussi cette dimension qui est beaucoup plus large qu'une simple vie intime et qu'une simple destinée qui, si elle est privée des autres, n'a pas beaucoup de sens. Lyonnaise et née en Algérie, Brigitte Giraud a écrit plus d'une dizaine de livres, romans, essais et nouvelles.